Au printemps 2035, le drone de scan vient de terminer le tour du jardin. Sur votre écran apparaît le jardin modélisé en 3D, les caractéristiques du sol, la liste des végétaux présents et leur état de santé. L'IA termine son calcul. Elle vous propose le zonage des tontes. La légion de tondeuses robots est prête à débarquer de votre véhicule pour entamer son bal. Elle n'attend plus que votre validation. Vous jetez un œil au forsythia que vous devez tailler. Le client est passé en coup de vent. Il a annoncé qu'il refusait votre augmentation de contrat liée à celle de l'électricité. Seule énergie désormais autorisée. Et si demain notre avenir professionnel ressemblait à ça ? Ou pas ? Bienvenue dans Paysagistes de demain, le podcast qui vous propulse dans le futur du paysage. Je m'appelle Thomas Gentillot, formateur et ingénieur paysagiste. Avec le réseau Alliance Paysage et l'ADEME, nous avons créé ce podcast pour vous guider à travers les défis et les opportunités de notre métier en constante évolution. Saviez-vous, 6 Français sur 10 adaptent leur jardin au changement climatique et près de 8 sur 10 cherchent à réduire leur empreinte écologique et à agir pour la biodiversité. Ces chiffres tirés du baromètre 2025 de l'UNEP montrent que le marché a bien basculé. Ce n'est plus une tendance marginale. Les citoyens français veulent un jardin qui leur fasse du bien et qui fasse du bien à la planète. Mais comment répondre à ces nouvelles attentes ? Comment attirer ces clients engagés ? Chez Alliance Paysage, j'entends les exigences des clients sont plus fortes, les décisions plus longues. Le carnet de commandes en aménagement peut se réduire. Pour ceux qui ont trop de travail, c'est le recrutement qui pose un problème. Difficile de trouver le bon profil, engagé et motivé sur le long terme. Avec Paysagistes de demain, je veux vous redonner le sourire, des solutions, des pistes pour l'avenir. Pour cette première série de 12 épisodes, nous allons parler conception de jardin. Je vais m'appuyer sur les travaux de 12 entreprises du paysage impliquées dans une démarche collective et innovante. Depuis plus d'1 an, elles travaillent sur une nouvelle méthode accompagnée par le pôle éco-conception. Et ça marche. Pour commencer, entrons dans un nouveau monde, celui du design de service. Poussons le portillon du jardin des paysagistes de demain. J'ai rencontré grâce au Centre national de l'éco-conception une spécialiste, Florie Raymond de Biwo, qui va nous éclairer sur le sujet. Bonjour Florie, peux-tu nous dire en quelques mots ce qu'est le design de service ? Bonjour Thomas. Alors oui, le design de service, eh bien déjà, c'est un champ de design, donc c'est une approche de conception qui a la particularité d'être une approche systémique. Alors pourquoi systémique ? Parce que quand on veut concevoir une offre de service, on va avoir besoin de réfléchir et d'imaginer toutes les dimensions de ce service. Donc aussi bien les dimensions spatio-temporelles de où et quand va avoir lieu le service, que les dimensions physiques et numériques, par exemple, s'il y a des éléments tangibles comme un ordinateur, comme une voiture ou comme d'autres choses. On va aussi s'intéresser aux dimensions, par exemple, économiques, bien entendu, pour la viabilité du service, à la dimension aussi émotionnelle, voire affective de ce que le service, l'expérience qui va être vécue par le client peut apporter. Et le design de service apporte justement une démarche qui va regarder toutes ces dimensions, qui va permettre vraiment de les imaginer, de les concevoir de manière très collaborative, parce que c'est une démarche qu'on réalise vraiment en collaboration avec tout un tas de parties prenantes. Et c'est enfin une démarche qu'on dit centrée sur le client ou sur l'utilisateur, qu'on va chercher à comprendre chez le client, quel est son profil, quels sont ses besoins, ses attentes, pour essayer d'y répondre au mieux grâce au service qu'on est en train de concevoir. Et cette conception, elle passe par 4 grandes étapes. Une étape de découverte, pendant laquelle on va aller un peu creuser le sujet, l'idée du service, aller justement à la rencontre des futurs clients. Une étape ensuite de définition, où on va vraiment resserrer sur un concept de service qui a l'air de vouloir répondre aux attentes des clients. Et ensuite, on va passer sur 2 dernières phases pendant lesquelles on va concevoir, développer le service, on va le tester avant sa mise sur le marché, qui va être vraiment la dernière étape, où là, on va industrialiser le service et le mettre sur le marché. Si on prend l'exemple tout bête de la réparation d'une voiture, eh bien, il va falloir effectivement emmener votre voiture dans un garage, donc encore faut-il savoir où l'emmener. Il va falloir du coup laisser votre voiture. Le garagiste va utiliser différents procédés, différents outils, peut-être différents matériaux s'il y a des réparations à faire, de l'huile, des choses comme ça, pour pouvoir entretenir votre voiture et vous la rendre à la fin de la journée. Vous allez revenir chercher votre voiture et rentrer chez vous avec. En réalité, il faut avoir conscience que le design de service, c'est quand même relativement récent. Ça date des années 2000-2010, même si on en trouve des traces dans la littérature qui sont bien plus anciennes, dès les années 70-80. Vraiment, la formalisation d'une démarche et sa mise en œuvre par des gens dont c'est le métier comme moi, ça reste relativement récent. Ce qui donne malheureusement encore à la fin des services que nous, consommateurs, on va utiliser,
et qui sont complètement bancales et à la fin desquelles on n'est pas forcément très très content de l'expérience qu'on a vécue. On est ensemble pour parler du design de service appliqué à notre métier de paysagiste. On a d'abord fait le constat logique qu'on avait un impact sur l'environnement avec nos aménagements, puis que l'on devait prendre en compte les besoins de nos clients. On s'est donc tourné vers ta spécialité, l'éco-conception. L'auditeur a bien compris que nous allions parler écologie, mais je suppose qu'il y a aussi des composantes économiques. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette approche, sur ce filtre supplémentaire ? Ouais, tu fais bien d'utiliser le mot filtre supplémentaire. Or, ça n'existait pas dans les services. Moi, c'est quelque chose qui, en tant que designer de service, m'a gênée pendant des années. Parce que je voyais bien que l'éco-conception s'adressait plutôt à des produits physiques, tangibles. Et qu'en design de service, par contre, on adressait beaucoup de dimensions, mais pas du tout la dimension environnementale. Donc, on va vraiment, à travers cette démarche, se poser la question si j'ai un service qui existe déjà, que je vends déjà, quels sont ses impacts sur l'environnement, sur les écosystèmes qui nous entourent. Donc, il s'agit de faire plutôt ce qu'on a fait avec les entreprises du réseau Alliance Paysage, c'est-à-dire des diagnostics d'éco-conception de services, pour aller vraiment identifier les impacts, travailler sur ces impacts, trouver des pistes d'éco-conception et des alternatives pour les réduire. Hop. Ce sombre rappel à l'ordre. Restons focus sur les attentes. Et revenons au pourquoi c'est si intéressant de penser à cette nouvelle manière de concevoir. Et pour comprendre, plongeons dans notre rubrique suivante, la mare aux libellules. 2 raisons expliquent pourquoi nous en sommes arrivés à parler d'éco-conception de jardin. La première, c'est que le réseau Alliance Paysage a édité il y a 2 ans un plaidoyer pour concevoir autrement les jardins. Logiquement, ils ont voulu aller plus loin. Et de 2, le marché est prêt, voire trop prêt. Oui, une partie de la clientèle potentielle n'a pas de service qui leur convient. Et cette vague grandit chaque jour. Les citoyens français veulent un jardin qui leur fasse du bien et qui fasse du bien à la planète. Ça, on l'a déjà dit. Mais la plupart des confrères me disent qu'ils ne les voient pas, ou peu. C'est normal, ces clients engagés ne viennent pas vous voir. Ils ne savent pas que vous pouvez répondre à leurs besoins. Par contre, les entreprises qui affirment leur choix montrent du végétal, du vivant, et revoient leur manière de vendre et de servir. Elles ont peu de problèmes de vente ni de recrutement. Sauf si c'est du pipeau. Dernier élément pour vous convaincre. Ce marché non atteint par vos services est en train de devenir majoritaire. Il sera prépondérant dans l'avenir. La pyramide des âges joue en votre défaveur si vous ne bougez pas vite. C'est donc stratégique de travailler autrement. Alors on continue ? Allez, allons sur ma terrasse. Encore merci Florie d'être avec nous. Bon, c'est assez théorique toutes ces définitions. Je suis un peu perdu et je me demande comment on peut adapter ce design de service, cette éco-conception à notre métier de paysagiste. Comment tu t'y es prise ? La première chose que je peux dire déjà, c'est que les vrais acteurs de ce genre de projet, en fait, c'est les métiers eux-mêmes. En l'occurrence, c'est les paysagistes. C'est eux, en fait, qui vont faire le gros du boulot. Nous, on est là pour les accompagner, pour les aider, pour faire vraiment ressortir les points qui sont importants. Et ce qui est vraiment très, très important, c'est que c'est des projets qui sont collaboratifs. Donc, un point important, c'est que au sein de l'entreprise de paysagisme, on est vraiment une équipe. Peu importe le nombre de personnes, ça peut être 3, 4, 5 en fonction de l'entreprise, mais qui vraiment s'embarque, on va dire, dans cette aventure de l'éco-conception de service. Et on va avoir vraiment besoin du regard et de l'expertise de chacun d'entre eux. Donc effectivement, on va avoir un expert, par exemple, tu le disais, plutôt sur les lagages, un qui va être plutôt à l'aise avec la question des matériaux qui sont nécessaires, etc., etc. Et c'est vraiment cet ensemble qui va être intéressant. Quand on fait un diagnostic d'éco-conception de service, on a plusieurs étapes. Donc en fait, on fait de manière très, très concrète des ateliers. Ce qui est important, c'est qu'on va les amener à décrire pas à pas comment se déroule le service, qui intervient dans le service, comment, avec quels outils, avec quels matériaux, à quel moment, pourquoi faire, dans quel but. Donc on va vraiment creuser et décrire l'ensemble du service. Et c'est grâce à cette description qu'on va ensuite aller identifier les sources d'impact potentiels pour l'environnement. Avec tout ce que tu viens de nous dire, je retiens 2 éléments très intéressants. Le premier, c'est que c'est un travail collaboratif et donc un superbe outil de management. Je pense que les dirigeants et les managers n'imaginent pas nécessairement que d'avoir cette démarche d'éco-conception de service crée en fait une dynamique au sein de l'entreprise. C'est un vrai levier d'action pour donner du sens et donner la parole à tout le monde. Second élément que je retiens, c'est qu'il y a besoin d'un facilitateur pour mettre en musique toutes les expertises de l'entreprise.
Chacune de ces expertises a son rôle et la posture de facilitateur évite les leçons de morale au paysagiste et le place en expert de son métier qu'il va pouvoir améliorer. Mais il me reste 2 interrogations pour toi. La première interrogation concerne le manque de levier d'action que nous avons sur les fournitures. Les paysagistes ne sont pas les industriels qui produisent les portails, les clôtures, les lames de terrasse, etc. Alors comment améliorer notre impact si une bonne partie de celui-ci est en fait issue de nos fournitures ? Pour revenir sur ce premier point, on trouve quand même beaucoup d'alternatives et de pistes d'éco-conception qui vont par exemple de l'éco-sélection des fournitures. Comment on fait pour du coup se retourner quelque part vers nos fournisseurs en demandant des comptes déjà dans un premier temps, c'est-à-dire en demandant voilà, moi je m'intéresse à ça, je suis sensible, j'aimerais savoir vous, qu'est-ce que vous faites, quelle est votre démarche environnementale sur ces sujets-là, comment sont conçus, maintenus et comment est gérée la fin de vie. Justement, tu parlais d'un portail ou de choses comme ça, mais ça peut être aussi des consommables comme une brouette, comme ça peut vraiment être tout type d'outils ou de consommables. Donc il y a déjà cette première étape qui est de dire je me retourne vers mes fournisseurs et je pose des questions. Ensuite, il faut se doter en interne d'une grille d'éco-sélection en identifiant quels sont vraiment les critères clés dans la sélection des fournitures dont on a besoin, tout simplement. Et dans cette grille d'éco-sélection, il va y avoir des critères purement environnementaux et puis il va y avoir des critères aussi autres. Des critères économiques, d'accessibilité, de facilité d'utilisation, d'entretien. Donc c'est vraiment une grille qui doit être assez complète. Et ça va permettre du coup après de passer au crible de cette grille toutes les offres que nos fournisseurs peuvent nous faire. Et on va pouvoir du coup sélectionner la fourniture, le matériel, l'outil qui auront le moins d'impact sur l'environnement possible. Ça, c'est déjà une première chose. La deuxième chose, mais tu vas en reparler tout à l'heure avec un meilleur expert que moi, c'est la question du réemploi, en particulier des matériaux. Et ce réemploi-là, en fait, il est important. C'est vraiment clé de regarder qu'est-ce que j'utilise sur un chantier, qu'est-ce que j'enlève aussi sur un chantier, qu'est-ce que je vais pouvoir réutiliser sur un chantier futur, et aussi d'avoir un rôle de pédagogie envers les clients. Ça, c'est vraiment un point clé dont on a beaucoup discuté, parce que certains clients sont déjà très sensibles à la question environnementale et donc vont comprendre, d'autres beaucoup moins. Donc ça va être important aussi de modifier son discours pour faire comprendre au client pourquoi c'est mieux, d'un point de vue environnemental, mais aussi d'un point de vue économique pour lui, finalement d'accepter qu'on ne mette pas des matériaux neufs dans son jardin, mais qu'on mette des matériaux de seconde vie. Ensuite, la deuxième interrogation que j'ai concerne la biodiversité. En effet, quand j'ai découvert et approfondi la question de l'éco-conception, je me suis aperçu que c'était d'abord un outil à l'usage de l'industrie, et que la question de la biodiversité ne faisait pas partie des différents critères analysés dans l'éco-conception de produits et de services. Pourtant, nous sommes dans la 6e extinction de masse, et nous autres paysagistes sommes en contact direct avec ce vivant. Alors comment aborder ce sujet ? Ça fait partie des discussions qu'on a en particulier quand on est plutôt en phase d'idéation, donc de recherche de pistes pour mieux faire. Et surtout, dans les projets qui le nécessitent, on va travailler avec des experts. Il y a un point important aussi, c'est qu'en design de service, on fait évoluer les choses aujourd'hui. Et donc, par exemple, ce qu'on modifie aujourd'hui de plus en plus dans notre démarche, c'est le fait de dézoomer et de ne pas être centré trop sur l'humain, mais de prendre en compte le reste du vivant. Et on parle de plus en plus de démarches centrées sur le vivant. Encore merci Florie d'avoir été avec nous. D'ailleurs, pour le projet mené par le réseau Alliance Paysage et l'ADEME, 2 structures spécialistes dans leur domaine ont été appelées à la rescousse pour approfondir tout ça. Je vous propose d'inviter ces 2 acteurs incontournables dans leur spécialité. Tout d'abord, Hugo Topalov de Bellastock. Bienvenue Hugo dans Paysagistes de demain. Peux-tu te présenter et présenter Bellastock ? Bonjour, Bellastock, c'est en gros à peu près 20 personnes qui travaillent depuis une quinzaine d'années maintenant dans le champ de l'économie circulaire et du réemploi des matériaux. Et on travaille cette question à travers en gros 3 métiers principaux que sont la maîtrise d'œuvre, l'assistance à maîtrise d'ouvrage et la recherche. Merci. Alors dans ce podcast, on est là, comme tu le sais, pour parler paysagisme. Qu'est-ce que ça signifie dans ce métier, le réemploi ? Je sais que vous avez travaillé sur des aménagements d'espaces publics, puis vous avez travaillé avec nos adhérents sur le réemploi dans les jardins de particuliers. Qu'est-ce que tu peux nous dire de tout ça ? On peut commencer par déjà distinguer un petit peu le réemploi d'autres pratiques de l'économie circulaire pour remettre des définitions en place. Donc le réemploi, il s'agit bien d'utiliser à nouveau des matières, des matériaux et des produits sans leur faire subir de transformations trop importantes. Et ça s'oppose, ou ça se complémente plutôt, au recyclage qui lui en fait va détruire la matière pour fabriquer des matières
premières, secondaires, c'est comme ça qu'on les appelle. Le réemploi, c'est vraiment tout le contraire. C'est agir un minimum sur la matière et conserver un maximum de caractéristiques initiales et l'histoire en fait qu'il y a dans le matériau. Sur les projets de paysage et d'aménagement extérieur au sens large, il y a déjà beaucoup d'initiatives qui se font. Déjà, on peut dire que le réemploi, c'est pas quelque chose de nouveau. Ça a toujours existé dans l'histoire. C'est une pratique multiséculaire. Et en fait, il y a eu une sorte de décrue du réemploi au XXe siècle pour pas mal de raisons, mais en gros, qui est liée à l'industrialisation du bâtiment. Et en fait, là, on n'est que dans un retour finalement d'une pratique qui existait avant. Et notamment dans l'aménagement public, il y a déjà plein de places de villes, de jardins, d'espaces paysagers qui sont faits avec des matériaux de récupération. Les pierres, c'est les plus connus, les granites, les bordures de trottoirs, les pavés, et qui ont un peu fait leurs preuves depuis longtemps. Il y a même des entreprises qui se sont spécialisées en fait dans la récupération et la fourniture de ces matériaux-là. Je me demandais, je vois bien la possibilité de faire du réemploi sur des gros projets où il y a du volume, mais sur tous les petits projets, comme un jardin de particulier, est-ce que vous avez déjà expérimenté ou c'est un peu nouveau finalement ? Je dirais qu'au contraire, sur des projets de petite échelle, on a déjà plein d'initiatives qui fleurissent. Pourquoi la petite échelle se prête bien au réemploi ? C'est que premièrement, dans une petite échelle, on n'a pas vraiment besoin de lots importants de matériaux et homogènes. En général, on a des quantités restreintes, ce qui nous permet d'utiliser des matériaux issus du réemploi qui vont se présenter de manière homogène. Ensuite, on a quand même une sorte de flexibilité en termes logistiques. Tout peut se faire sur place la plupart du temps, et quand on transporte, c'est des petites quantités. Et puis le dernier avantage, c'est qu'on a un degré de formalisme en fait des projets et administratif notamment qui est bien plus léger. Et peut-être que la dernière chose que je peux ajouter, qui à mon avis facilite vraiment la petite échelle, c'est qu'en fait la conception et la réalisation sont beaucoup plus liées et presque se font en même temps et en parallèle. Pour cette raison, la petite échelle du jardin avec des clients particuliers, c'est vraiment super. Merci Hugo pour ce partage. Je te réinviterai dans le 3e épisode. En tout cas, le réemploi est un domaine où la créativité va être géniale. Et maintenant, faisons un focus sur un domaine peu exploré par l'éco-conception classique, la biodiversité des jardins et notamment le groupe si stratégique des pollinisateurs. Accueillons maintenant sur cette terrasse Hugues Moret, directeur scientifique d'Anthropologia. Bonjour Hugues, ravi de t'accueillir. Est-ce que tu peux nous rappeler à nous autres paysagistes professionnels pourquoi les jardins de particuliers sont des espaces si importants pour les pollinisateurs ? Bonjour Thomas, il y a 17 millions de Français qui ont un jardin, 35 qui ont accès à un espace de nature. Si on se concentre sur les jardins, puisque c'est ta question, les jardins privatifs en France représentent à peu près 1 million d'hectares. Ça veut dire presque 4 fois la surface de toutes les réserves naturelles. Ça signifie que si chacun qui a une maison et un jardin attenant rend un quart de son jardin à la nature, on multiplie par 2 les réserves naturelles. On a donc une marge vraiment énorme aux abords de nos maisons pour pouvoir agir et pouvoir commencer à changer les choses. Il faut vraiment distinguer là où on va mettre les mains pour obtenir un résultat. Ça s'appelle de la culture, ça s'appelle de l'espace vert, ça s'appelle du paysagisme, de la nature qui va avoir d'autres modes de fonctionnement, d'autres modes de croissance, de développement, etc. Et une fois la gestion d'un jardin modifié, eh bien, cet espace va pouvoir servir de démonstration, de modèle, d'inspiration pour les voisins, pour les amis. Alors faites savoir quand vous avez fait quelque chose, parce qu'en réalité, on peut aussi ne pas faire, on va en reparler, mais maintenir la vie sauvage, ça consiste surtout à la mettre à l'abri de nos activités. Et donc il nous faut apprendre pour ça à partager. Ça veut dire partager avec les autres, les non-humains, partager le territoire dans l'espace et dans le temps. Alors ces espaces sont régulièrement tondus, taillés, alors qu'il n'y a pour une bonne part aucun danger, ni même aucun usage. Et c'est là où en fait on va pouvoir aussi agir sur les espaces en place en prenant compte les usages réels. On n'a pas à tondre, à couper si personne n'utilise le terrain. Il vaut mieux du coup laisser la place à la nature, la rendre, gagner un peu de temps, un peu d'argent. C'est comme ça qu'on peut modifier en fait profondément la gestion. Donc le monde du paysagisme a vraiment son rôle et un rôle majeur à jouer en accompagnant les particuliers, les collectivités et les habitats collectifs. Donc en fait, ce que je suis en train de comprendre, c'est que l'éco-conception pour toi d'un jardin, d'un espace vert, ce serait en fait rien faire. Peut-être qu'on peut laisser faire les choses. Peut-être qu'on peut même, alors du coup, utiliser les compétences des paysagistes, qui sont aussi des scénaristes de la vie, de la végétation, pour dessiner des strates, des contours, des abords qui sont pas forcément carrés, linéaires, mais qui peuvent être sinueux, qui peuvent être tortueux, et qui ressemblent finalement à ce qu'on peut trouver dans les espaces de nature. Alors ce que je suis en train de comprendre, c'est que en fait, éco-concevoir, pour nos concepteurs, ce serait mettre en valeur des zones où on laisse faire la vie sauvage.
Alors ça, c'est l'idéal. Et plutôt que d'ailleurs que laisser faire ou laisser recoloniser, ça peut être intéressant d'arriver en amont des projets pour trouver, pour chercher les espaces qui fonctionnent déjà, c'est-à-dire les espaces fonctionnels. On ne sait pas fabriquer un gros arbre. On ne sait pas fabriquer une zone humide. Donc une fois qu'on a coupé un arbre adulte, on va pouvoir planter des baguettes ou des baliveaux et puis attendre 5, 10, 15, 20, 50 ans qui remplissent ces fonctions. Et ça, on les a plus. Donc c'est important de réhabiliter, de laisser faire, mais surtout de protéger l'existant et le fonctionnel parce qu'on ne sait pas rétablir la fonctionnalité, sinon attendre des dizaines d'années qu'on n'a pas. En attendant, je te propose d'aller dans la cabane du jardinier et du naturaliste, évidemment. Maintenant que l'on est dans la cabane du jardinier, là, au milieu des outils, peux-tu donner à nos auditeurs une ou deux pistes concrètes pour mieux prendre en compte la biodiversité dès demain dans leur activité? Alors moi, je vais m'adresser aux humains, qu'ils soient professionnels, qu'ils soient amateurs, qu'ils soient connaisseurs ou pas. En fait, il y a un point qui nous rassemble, et c'est ce par quoi il faut commencer, c'est de considérer ou de reconsidérer, parce qu'on est souvent sorti, ces autres formes de vie, encore une fois. Sans les hiérarchiser, sans a priori, sans jugement de valeur ou d'utilité, mais juste considérer qu'ils sont vivants et qu'ils ont le droit de vivre. Et qu'évidemment, ça fait partie d'un complexe de formes de vie qui ont coévolué et qui sont là pas pour nous emmerder, pas pour remplir des fonctions qu'on compte les humains, mais participer au grand maillage de la vie. Après, dans un deuxième temps, c'est bien de s'arrêter, arrêter de courir, de se poser. Si on veut redécouvrir la vie et la sentir, ça veut dire utiliser ses sens. Ça veut dire entendre, puis écouter, voir et regarder, sentir, ressentir, s'émerveiller. Et tout ça, ça permet d'aimer et enfin de comprendre et de protéger. Donc c'est du bon sens, c'est des grandes généralités, mais en réalité, il est assez facile de saisir que cette nature, de saisir cette nature, de comprendre ce qu'on peut faire dans un jardin, dans n'importe quel espace. Et pour ça, on a mis au point un petit diagnostic, parce que c'est toujours difficile de lire la nature pour quelqu'un qui est non spécialiste, non expérimenté. Et ce diagnostic, on a appelé le pollinisateur, il consiste à évaluer les capacités d'accueil d'un espace, les capacités d'accueil du vivant dans un espace, au travers de l'entrée pollinisateur. Alors ça peut être fait dans un jardin, dans un parc, dans un espace vert, dans tout autre milieu de nature. Donc il n'est pas question du tout de faire un inventaire naturaliste, on ne demande pas d'être ornitho, botaniste, etc. D'abord c'est très long, c'est complexe, mais on demande du bon sens encore une fois, c'est-à-dire de regarder, et puis de cocher la présence ou l'absence d'un certain nombre d'éléments qui peuvent être ponctuels, comme des mares, des bosquets, des tas de pierres, ou des éléments qui peuvent être linéaires, comme c'est vraiment très descriptif, la présence de chemins, de cours d'eau, d'allées, de murs, etc. Est-ce qu'il y a des zones herbacées, est-ce qu'il y a des zones arbustives, est-ce qu'il y a des zones arborées? Vous voyez que la nature est faite de ça. On parle aussi du recouvrement de la végétation, de la proportion de végétation fleurie, etc. Ça permet d'obtenir un score et également des pistes d'amélioration, de progression, et d'en parler à vos voisins, d'en parler à vos amis, de les convaincre de aussi laisser une petite place, rendre de la place et profiter de tout ce qu'on peut bénéficier derrière une fois que la vie sauvage est revenue autour de nous, quoi. Merci pour ta réponse, et tu me fais directement l'ouverture pour l'épisode 2. Car s'il y a bien quelque chose dont aucun paysagiste ne peut faire l'économie, c'est d'aller faire un état des lieux du jardin, un genre de diagnostic avant d'intervenir. Florie nous l'a dit, c'est essentiel aussi dans la méthode d'éco-conception. Alors rendez-vous sur Pollinisation, mais surtout dans l'épisode 2. Et oui, vous y découvrirez ce que vous devez faire bouger dans votre démarche quand vous débarquez pour la première fois dans un jardin. Un grand merci pour cet épisode à Florie, Hugo et Hugues, ainsi qu'à toute l'équipe du programme Paysagiste du Vivant, emmené par le Pôle Éco-Conception. Un grand merci à l'ADEME et surtout au réseau Alliance Paysage.